à tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres de votre édition. En ouverture de ce journal, nous assisterons à la conférence de presse de l'INSEE qui avait lieu au Café de Paris ce mardi. Direction ensuite le musée d'anthropologie qui propose une nouvelle exposition. Nous parlerons musique avec la présentation de la saison 2015-2016 de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Suite de notre série de reportages consacrée à la première édition des Jeux européens à Bakou en Azerbaïdjan. Et ensuite, nous reviendrons sur le challenge inter-entreprise qui s'est déroulé au Monte-Carlo Golf Club. Comme je vous le disais dans les titres, l'édition 2015 du Monaco en chiffres vient de paraître. Il s'agit d'un recueil de 240 pages qui est le fruit d'une collaboration entre l'INSEE et différents auteurs de la Principauté. Les explications de Dominique Poulain. C'est autour d'un petit déjeuner que Lionel Galfray, le directeur de l'INSEE, a présenté aux entrepreneurs monégasques et aux membres de la Chambre de développement économique la nouvelle édition de Monaco en chiffres, un ouvrage qui offre un panorama complet de la vie économique et sociale de la Principauté. Ça leur permet surtout de faire un point, de savoir avant tout le monde où nous en sommes, quelles sont les évolutions économiques de notre pays. C'est primordial, c'est l'essentiel de l'économie et de tout homme d'affaires qui est dans son travail. La tendance est bonne, parce que vous savez, les statistiques, c'est seulement des tendances. Il ne faut jamais prendre les statistiques comme elles sont brutes. Il faut regarder les tendances, et les tendances sont excellentes, donc nous pouvons être confiants. Première constatation, après un tassement constaté en 2009 à cause de la crise, la richesse produite en Principauté est en forte progression. Le PIB pour l'année 2013 s'élève à 4,94 milliards d'euros, soit une croissance d'un peu plus de 9% par rapport à l'année précédente. Le PIB monégasque est à l'exemple, à l'image de tous les autres chiffres en Principauté. Il faut le considérer avec prudence, c'est une indication. Il a été bon en 2013, on n'a pas encore les chiffres 2014, mais a priori la tendance devrait être positive. On a une croissance dynamique. Il faut éclairer ce chiffre de la croissance de 1,3% en 2013. Il faut l'éclairer par un ensemble d'autres composantes et surtout par une analyse sectorielle. L'emploi est lui aussi à la hausse. Au mois de décembre, il y avait un peu plus de 52 000 salariés en Principauté, dont 47 900 dans le secteur privé. Près de 2 500 salariés de plus que l'année précédente. 85% d'entre eux résident en dehors de la Principauté. Ils viennent essentiellement de l'ouest du département des Alpes-Maritimes, mais aussi du Var. S'il y avait un chiffre à retenir, je crois que c'est celui de l'emploi, qui effectivement connaît encore une croissance de 2,5% l'année dernière, et qui, dans le contexte international que l'on connaît, fait un peu figure d'exception sur la Principauté. Et on peut observer que ce n'est que la suite d'une succession de chiffres plutôt encourageants pour l'économie monégasque, puisque l'emploi n'a jamais fléchi. Depuis 2011, la population augmente, elle aussi, à Monaco. 600 personnes de plus sont arrivées en Principauté en l'espace de 3 ans. Au 31 décembre de l'année dernière, la Principauté comptait 37 800 habitants. Dans le cadre de l'année de la Russie en Principauté, le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco organise une exposition dédiée à la culture Okuniev. Présentée pour la première fois au grand public, Dominique Poulain vous en dit plus. C'est une première en Europe. Jamais la culture Okuniev n'avait été présentée au public. Le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco et l'Institut des langues, littératures et histoire de la République de Rakassi ont réalisé cette exposition. Une vingtaine d'objets sur la civilisation Okuniev qui occupait entre 2500 et 1500 ans avant Jésus-Christ les steppes de la Sibérie. La République de Rakassi est située juste au-dessus du territoire mongol et les premiers nomades que nous étudions, en fait, à cette époque de l'âge du bronze,
déborder de la frontière actuelle mongole et aller justement jusqu'en République de Rakassi. Il y avait un énorme territoire qu'on appelle le territoire des premiers nomades de Haute-Asie. Et donc, tous ces premiers nomades, en fait, ont laissé des vestiges. Et ceux que nous exposons actuellement sont parmi les tout premiers vestiges de ces nomades, de ces populations, qui donc avaient des itinéraires saisonniers. Alors peut-être sous forme de tipis, sous forme de yourtes. Ils habitaient dans ces tentes, donc démontables, et donc avaient déjà des animaux domestiques, notamment le cheval, la vache, qu'on va retrouver sur certaines des représentations de ces stèles. Parmi les vestiges, de grandes stèles, sculptées de visages mystérieux, ou encore des parois gravées d'animaux étranges. Cette stèle du village d'Ankakov représente une divinité avec une tête solaire. Celle-ci vient du village de Tazmine et le visage de la divinité comporte 3 yeux. Sur sa poitrine, une autre figure dotée de 2 yeux et d'une bouche sont également représentées. Vous pouvez découvrir en effet ces stèles où il y a à la fois des sculptures et des gravures qui sont associées. Mais ce ne sont pas seulement les techniques qui sont très originales et exceptionnelles, ce sont également les thèmes qui sont développés sur ces stèles. Vous verrez des visages que l'on qualifie d'anthropomorphes, pour ne pas dire des personnages, parce qu'ils ne sont pas tout à fait humains. On voit que ce sont des personnages chimériques, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois, qui ont la forme humaine, mais qui ont de longues oreilles, des cornes comme des animaux, et qui certainement appartiennent au panthéon des divinités de cette époque-là. Et la reconstitution de la stèle du site de Chira est sans doute la pièce la plus importante de cette exposition. En associant sculpture et gravure pour représenter des êtres fantastiques, elle montre toute la richesse de l'art Oukouniev. Cette exposition est à voir jusqu'au 31 décembre. Et en bref, dans le reste de l'actualité monégasque, comme chaque année, au mois de juin, les petits chalets de Monacologie se sont installés sur le quai Antoine Ier. Ces ateliers sont destinés à sensibiliser la jeunesse à la protection de l'environnement. Avec près de 30 participants provenant du monde associatif, du secteur privé et institutionnel, le salon présente des actions, mais également des métiers liés à la protection de l'environnement, du recyclage et du gaspillage alimentaire. Et dans un tout autre registre, un nouveau prêtre, Georges Garcia, vient d'être ordonné à la cathédrale de Monaco ce dimanche. La célébration était présidée par Monseigneur Barcy et co-célébrée par l'ensemble du clergé monégasque. Alexandra Pani l'a rencontré quelques heures avant son ordination. La vocation, pour moi, ce n'est pas une histoire d'âge. Pourquoi ? Parce que ça ne nous appartient pas. Vous voyez ? C'est Dieu qui appelle, donc c'est son affaire. Et souvent, il vous appelle, c'est vrai, dans des temps de passage, ou comme je dirais, des temps de blessures. Et puis après, chacun y répond à sa manière. Voilà, donc d'une manière particulière. Voilà. Dans des fissures, vous voyez, il vous appelle, mais il vous appelle. Donc ça lui appartient. J'étais à l'aumônerie, j'étais enfant de chœur, ce qu'on appelait à l'époque, pendant beaucoup d'années à Romans. Et puis un jour, un prêtre, que j'ai retrouvé 40 ans après, dans une maison de retraite, et oui, m'a dit, bien voilà, je t'amène à une ordination, enfin plusieurs ordinations, et voilà, donc j'y ai assisté, j'avais 13 ans, et c'est là qu'à l'intérieur de moi, eh bien, j'ai ressenti comme un appel qui me dit, enfin, c'est quelque chose que je n'ai pas réfléchi sur l'instant, mais qui est venu très fort en moi, en me disant, un jour ce sera toi. Voilà. Donc c'est moi, plus de 40 ans après. C'est une histoire d'ouverture de relation, d'accueil de l'autre dans son altérité. Et je crois que s'il y a un souci, un gros souci aujourd'hui, c'est ce manque d'altérité. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas les différences. On est un peu fermé. Et c'est ce que j'ai toujours, dans ma vie, essayé de faire, c'est-à-dire d'accueillir l'autre dans sa différence. Voilà. Et c'est-à-dire ne pas vouloir faire de l'autre ce que moi je voudrais qu'il soit. Et inversement. Voilà. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Ça veut dire que finalement, quand l'autre se sent accueilli, ça veut dire je me sens aimé. Ça passe pas toujours forcément par des paroles, des gestes, un sourire. Parlons musique avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui a présenté sa saison 2015-2016 ce mardi au Café de Paris. Une grande série de concerts sera organisée à l'Auditorium Régnier 3 ainsi qu'au Grimaldi Forum. José Sacré vous en dit plus.
Renaud Capuçon, Murray Peraya, Maxime Vangarov, Xavier Demestre, Denis Matsouyev, Daniel Harding, Jean-Claude Casatsu, Jeffrey Tête, Alain Altinoglou, Thomas Netopil, Alain Lombard sont quelques-uns parmi les nombreux artistes, solistes et chefs d'orchestre de réputation internationale qui, avec Gianluigi Gelmetti, l'actuel directeur artistique et musical de la formation, et Kazuki Yamada, qui lui succédera, vont se produire avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo durant les quelques 120 concerts de la saison 2015-2016. C'est ce qu'ont découvert les nombreuses personnalités, mélomanes et amis de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo lors d'une conférence de presse donnée au Salon Bellevue du Café de Paris. Maestro, quelle a été votre ligne directrice dans la préparation de cette nouvelle année de concerts avec l'Orchestre Philharmonique? C'est toujours d'abord de raconter des histoires, ce que j'appelle les fils rouges. Des histoires qui peuvent être, on peut les combiner entre eux, c'est-à-dire chaque concert doit être autonome, mais en même temps, ça doit être lui-même une histoire et trouver des parcours dans toute la saison, dans toutes les séries. Si vous voyez, il y en a beaucoup que vous trouvez, les Brahms, les Mahler, les contemporains, les choses, mais chaque concert est autonome. Je crois que c'est cette importance que l'orchestre a pris dans la ville et dans la cité et dans le pays qui est, je crois, à souligner et qui est vraiment un élément de fierté pour la principauté, parce que l'orchestre rayonne à l'intérieur, mais il rayonne également à l'extérieur. Peut-être qu'il puise une force singulière dans cette assise, dans ses racines dans la principauté, ce qui lui permet de renouer avec des tournées de grande qualité, comme celle qui vient de vivre en Chine et celle qui programme pour l'année prochaine en Europe et un peu au Japon, mais qui, je crois, renoue avec une belle tradition. À l'issue de cette conférence de presse a été renouvelée la convention de partenariat entre l'État monégasque, la compagnie monégasque de banque et l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. On s'est fixé comme axe d'intervention plutôt tout ce qui est culturel ou scientifique. C'est là qu'à côté de l'orchestre, nous avons également une intervention, une contribution au musée océanographique et aux expositions d'été du Grimmelli Forum. Et puis également, on nous sollicite parfois quand il y a quelque chose qui se passe à Monaco d'une certaine importance et qui reste dans ces deux domaines. Par exemple, comme j'ai l'occasion de le dire, l'opération Solar Impulse. La musique, c'est de la technique, c'est de l'organisation, c'est de l'argent, c'est de l'esthétique, c'est de la volonté, c'est de la politique. Et la musique, c'est quelque chose qui est du domaine de l'humain. Et la musique, c'est de la jubilation. La musique, c'est ce qui apporte à Monaco ce supplément d'âme que l'on trouve aussi au théâtre, que l'on trouve à l'opéra, etc., au ballet. Mais particulièrement, nous venons d'entendre là, à l'instant, un petit quatuor qui nous a joué un dernier mouvement de Rachmaninoff. Et je regardais autour de moi les personnes qui suivaient avec un sourire aux lèvres, le mouvement de la musique. La musique, c'est un art jubilatoire. Direction Bakou à présent pour découvrir un athlète. Il s'appelle Yann Soren Kabioch. Ce monégasque de 16 ans concourt ce jeudi en plongeon. Son portrait est signé Émilie Rousseau sur des images de Serge Prémont. Qualifié pour ces Jeux européens grâce à son parcours international cette saison, Yann Soren Kabioch est le premier athlète monégasque à entrer en compétition à Bakou. À seulement 16 ans, ce jeune homme est considéré comme un espoir du plongeon. Il s'entraîne plus de 6 heures par jour au stade Louis II avec son coach John Hild. Un entraînement intensif pour quelqu'un qui a commencé la discipline tout récemment. Ça fait 2 ans et demi à peu près que je fais du plongeon, donc c'est pas beaucoup. Et donc j'ai fait championnat du monde junior, championnat d'Europe junior aussi, et j'ai fait des grands prix seniors. Et championnat de France aussi. Et là maintenant, ta première expérience olympique, tu as déjà un petit peu ressenti des émotions alors que la compétition n'a pas encore commencé pour toi ? Bah oui, déjà quand on est arrivé dans le village olympique, c'est vraiment impressionnant de voir tous les bâtiments qu'ils ont fait juste pour cette compétition et voir tous les autres pays, c'est vraiment impressionnant. Yann Soren compte bien profiter de cette expérience olympique pour progresser. Il débutera par le plongeon à 1 mètre, puis enchaînera dimanche avec celui à 3 mètres, où esthétisme et puissance doivent être au rendez-vous. C'est un garçon très courageux, travaille sérieux tous les jours. Et bon, ça c'est, je pense, que le plus important de lui. Et bon, le défaut, c'est qu'il n'a pas trop de temps en les plongeons. C'est uniquement 12 ans et demi que lui entraîne avec moi. Et bon, quand même, l'expérience va venir. Non ?
Pour se préparer au mieux, le jeune monégasque est allé faire un tour du côté du Mexique, là où le plongeon est considéré comme un sport national. Il appréhende donc ces jeux sans trop de pression, avec tout de même cet objectif en tête, celui de se qualifier pour la finale. Et pour terminer, coup de projecteur sur le challenge inter-entreprise qui était organisé au Monte Carlo Golf Club. 15 équipes étaient en lice cette année. Alexandra Pani a pu suivre de près la compétition. Ils étaient 56 cette année à répondre présent pour cette 4e édition du Challenge des sociétés de Monaco. À 9 h du matin, les 15 équipes ont pris place sur le parcours 18 trous du Monte Carlo Golf Club. Cette compétition s'est déroulée par équipe de 4 joueurs avec une formule de jeu en 2 balles, meilleure balle. Nous avons toujours autant de succès et c'était à l'initiative du responsable du restaurant, M. Lenief, et de notre professeur de golf, Frédéric Ruffier-Méret. Nous avons 15 sociétés inscrites, c'est le maximum que l'on puisse prendre, 15 sociétés par équipe de 4 joueurs. Et voilà, les 4 joueurs jouent ensemble et la formule de jeu est qu'ils prennent les 2 meilleurs scores par trou. Les joueurs ne se sont pas laissés impressionner par les conditions météo peu favorables, malgré les 4 heures de jeu sous la pluie et le vent. C'était très sympa, ça partait un petit peu mal avec le temps. On a eu peur et puis finalement on a passé un excellent moment, très très bien. Un peu venteuse, oui, on a bien joué quand même, malgré le vent. C'est une bonne expérience à prendre parce que c'est pas tous les jours qu'on a du vent et il faut savoir jouer dans les mauvaises conditions. Bon, on a su tenir et garder un bon esprit et on a réussi à bien jouer quand même. C'est une bonne ambiance, des bons prix à gagner, du jeu, du bon jeu et en plus en équipe, donc c'est sympa. C'est finalement l'équipe représentant la société Weyan Stephen, composée de Jonathan Elbaz, Mathieu Loup, Richard Borfiga et Michael Noharo, qui a remporté le premier prix brut de ce challenge des sociétés. Michael, âgé de 14 ans, était le plus jeune joueur de ce tournoi. Aujourd'hui, j'ai pas trop mal joué. Quelques potes qui sont mal partis, mais ça va, j'ai bien aimé le parcours aujourd'hui. Il faut s'habituer au vent et il faut savoir jouer avec le vent. Tout simplement. Le premier prix net revient à l'équipe Handbank. Quant au second prix brut et net, ils ont été attribués respectivement à LCL Monaco et Mounegou Real Estate. De nombreux lots ont également été offerts par les partenaires de l'événement. Et voici à présent les prévisions météo pour ces prochains jours. Jeudi, peu de changements avec du soleil et des températures qui iront de 20 à 26 degrés. Vendredi, un ciel bleu au programme avec très peu de vent et une maximale de 26 degrés. Samedi, beau temps durant une grande partie de la journée avec un thermomètre en hausse. Et enfin dimanche, toujours un temps agréable avec des températures de saison. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. À très bientôt sur Monaco Info.